Salut à tous et bienvenue dans la suite de ma vidéo sur le matériel. Donc là c'est une autre vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue je vous la mets en fiche, comme ça vous pouvez aller la voir et puis ensuite revenir sur cette vidéo. Cette vidéo c'est le pourquoi mon matériel n'est pas fait pour vous. Voilà, on m'a demandé de présenter mon matériel aquarelle, ce que j'ai fait avec plaisir parce que je considère que le matériel artistique fait également partie du choix de l'illustrateur et du choix plastique et artistique de l'illustrateur. Mais j'en ai marre de voir en ligne, fleurir en ligne, plein d'illustrateurs, plein de dessinateurs, plein de personnes qui ne font que reviewer, que tester, et pourtant je suis quelqu'un qui regarde beaucoup ce genre de vidéos, donc c'est un peu de la mauvaise foi de ma part. Mais voilà, je sais que le matériel ça fait pas tout et je le sais parce que pendant longtemps j'ai acheté du matériel de manière un petit peu compulsive et je pense que ça m'énerve de faire cette vidéo sur le matériel aquarelle et de ne pas expliquer un petit peu ce qu'il faut aussi peut-être chercher par soi-même derrière. Voilà, donc comme vous pouvez le savoir, j'ai fait un défi de 1 an de dessin par jour et en fait dessiner tous les jours pendant 1 an ça m'a appris une chose, ça m'a appris que le matériel en fait ça vous aidait pas forcément, ça peut aussi être un vrai problème, ça peut être un peu une sorte d'addiction parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes qu'on peut avoir. Donc je pense qu'il n'y a aucun mal à s'acheter du matos de temps en temps, mais que ça peut être vraiment intéressant de comprendre que c'est parfois d'autres problèmes qu'on peut avoir qui sont plus compliqués à résoudre que d'aller dans une boutique et d'acheter une palette d'aquarelle ou d'acheter un crayon ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas assez dit sur internet. On a tendance à juste rapporter un petit peu ce qu'on entend et juste présenter le matériel qu'on aime. Et des fois, de toute bonne foi, moi je l'ai fait. J'ai plein de reviews sur ma chaîne, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe. C'est quelque chose que j'aime faire parce que je trouve que le matériel artistique, c'est quelque chose de très intéressant. Même d'un point de vue chimique, même d'un point de vue formule, il y a une créativité aussi dans ce qui est proposé. Il y a par exemple plein de grands artistes qui ont fait des produits, qui ont demandé à des marques de créer des produits. Je pense à Picasso par exemple qui avait créé les pastels à l'huile avec Sennelier par exemple. Mais je pense que c'est intéressant de voir qu'on peut avoir envie d'un matériel mais pas forcément en fait comprendre que ce matériel ne va pas régler un problème. Moi je sais que j'ai plusieurs astuces pour éviter d'acheter de matériel trop régulièrement et puis surtout pour éviter en fait de me retrouver un peu dans ce piège du matériel, c'est-à-dire quand je commence à dessiner ou à peindre, je ne sais pas du tout vers quoi je vais et en fait je vais avoir juste envie de tester un crayon ou de tester telle ou telle chose et ça je suis pas sûre que ce soit la meilleure approche. Aujourd'hui j'essaye d'abord d'avoir dans ma tête quelque chose en particulier. Par exemple, ça peut être simplement avoir en tête le résultat final et puis je vais tester plusieurs matériels, plusieurs combinaisons entre elles que j'ai déjà, jusqu'à essayer d'atteindre ce résultat. Et en fait, on se rend compte assez régulièrement qu'on n'a pas besoin de matériel en plus. Donc voilà, moi, ce qui m'a vraiment permis de beaucoup progresser quand j'ai commencé à pratiquer tous les jours, c'était d'avoir des livres, d'utiliser des références et d'apprendre et de réapprendre les basiques. Et ça fait pas plaisir à entendre parce qu'on se dit « Ah ouais, mais ça va être chiant » ou juste ça ne s'applique pas à ma pratique parce que ma pratique, je fais l'illustration. En fait, l'illustration, c'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas besoin d'apprendre à dessiner parfaitement l'anatomie humaine. Et effectivement, peut-être un peu oui et un peu non. C'est-à-dire qu'en fait, si vous connaissez pas bien vos basiques, ça peut être par exemple simplement dessiner des formes, dessiner des traits, dessiner des ronds, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à avoir des dessins clairs. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une composition, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est le système de valeurs, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est un cercle chromatique, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de matériel de haute qualité, notamment celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, qui est quand même du matériel qui coûte assez cher et j'en ai parfaitement conscience. Et pourquoi il coûte assez cher? Parce que moi, c'est mon activité principale, c'est mon activité d'illustratrice, j'essaye d'en vivre, peut-être pas forcément très efficacement, mais malgré tout, c'est mon travail au quotidien. Et ce travail au quotidien, forcément, j'essaye d'avoir un matériel de très bonne qualité. Mais il faut savoir qu'avant de commencer à me lancer en auto-entrepreneuse, pendant 20 ans, j'ai eu du matériel très limité. Notamment, j'avais une seule palette d'aquarelle pendant quasiment
10 ans, j'avais juste la même, c'était une Lucas qui était très bien, d'ailleurs je vous la conseille si vous êtes débutant, elle existe encore, elle coûte quasiment rien, donc franchement allez-y, et c'était une très bonne pratique, ça m'a appris beaucoup de choses et j'étais très satisfaite des aquarelles que je faisais avec. D'ailleurs il y a quelques temps je suis retombée sur des aquarelles que j'avais réalisées avec cette petite palette de Lucas et franchement elle était super. Donc voilà, j'ai envie en fait de parler plutôt de la formation, du fait de se former en illustration, parce que je trouve que ça c'est super difficile, et également des pièges en fait qu'on peut répéter dans sa pratique sans s'en rendre compte et essayer d'acheter du matériel pour compenser. On a tous fait cette erreur de penser que le matériel qu'on achetait il était défectueux, qu'il y avait un problème et qu'en fait c'était pas nous mais c'était juste il y avait un problème avec le matériel qu'on achetait. Moi ça m'est arrivé, à un moment il y avait beaucoup de papier pour aquarelle qui était en coton, donc 100% coton, et à un moment il y a eu tout un switch en fait de ces papiers qui ont donc été faits en cellulose, et je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que la cellulose est plus sensible à l'humidité, et moi qui n'avais jamais eu de problème en fait avec mes papiers, j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes, sauf que je m'étais pas rendu compte que c'était parce que les papiers avaient été changés et qu'ils n'étaient plus 100% coton. Et donc pendant un moment je me suis dit ah bah ce papier ne va pas, ce papier ne va pas, ce papier ne va pas. Mais c'était pas trop grave, j'avais encore un stock de papier en 100% coton, donc il n'y avait pas de problème. Et donc le truc c'est que je comprenais pas, des fois j'avais des papiers, puis au bout de 1 mois ou 2, bah ils marchaient moins bien et je comprenais pas pourquoi. Il y a quelques temps je suis tombée sur une vidéo où en fait ils expliquaient que ce principe en fait c'est quand il y a beaucoup d'humidité ambiante dans une maison, ça peut arriver parfois d'avoir des papiers qui se dégradent en fait, notamment sur leur surface, et qui vont avoir qui vont pas prendre l'aquarelle exactement de la même façon. Et en fait depuis que j'ai compris ça, bah, je me suis rendu compte que oui c'était logique que mes papiers s'abîment. J'ai énormément de plantes chez moi, j'ai beaucoup d'humidité parce que j'avais beaucoup de linge qui séchait en hiver. Depuis bah, j'ai réussi à trouver des solutions pour ne plus avoir autant d'humidité. Je stocke mes papiers différemment, je les stocke aussi à l'abri de l'humidité, et pour le coup je n'ai plus aucun problème et je n'ai plus besoin de racheter de papier. Mais ça peut être aussi d'autres choses, par exemple on peut être à se dire oui il me faut une encre waterproof que je vais utiliser et qui va être impeccable sur mon résultat, et en fait on trouve pas cette encre et on va acheter une encre, 2 encres, 3 encres, 4 encres, 5 encres et on va jamais être content en fait du résultat. Mais par exemple des fois ça arrive, on trouve en fait cette encre, donc moi c'est celle-ci, hein, c'est la Sketching de Lot, elle passe dans tout, vous pouvez l'utiliser avec des pinceaux, vous pouvez l'utiliser avec plein de trucs, elle est parfaite, c'est une encre parfaite, donc allez-y, et elle est même pas très chère. Et en fait, je ne l'utilise quasiment jamais. Elle est totalement noire, très opaque, elle est parfaite pour dessiner, pour peindre. Des fois, j'aime bien dessiner avec quand même, hein, mais pour mon travail à l'aquarelle, en fait, ça ne rend pas du tout le style que je recherche. Et en fait, là, le matériel que je vous ai présenté, ça correspond à mon style d'illustratif, ça me correspond à mes recherches, ça correspond aussi à ce que je suis capable de mettre en place ou pas. Par exemple, je sais que je suis obligée de travailler avec ce papier, donc le Hanemul Anniversary qui était dans l'autre vidéo, je suis obligée de travailler avec une table lumineuse pour travailler dessus, parce qu'en fait on ne peut pas gommer ce papier, et donc bah, c'est pas forcément un papier très très pratique quand on est débutant, c'est même vraiment pas pratique. Même honnêtement, je vous le déconseillerais beaucoup si vous êtes débutant, parce que ça demande quand même beaucoup de manipulation. Par exemple, c'est pour ça que je porte des gants quand je l'utilise, parce qu'en fait, quand on le manipule et qu'on dessine dessus, on va facilement mettre de l'huile en fait de notre sébum naturel, donc de nos petites mains, sur ce papier et donc le ruiner totalement. Donc voilà, moi un truc que j'ai vraiment eu du mal à trouver, c'était des livres et une formation un petit peu plus intéressante et complète, sans avoir forcément besoin de reprendre des cours, parce que je sortais d'un master mais c'était pas forcément dans l'illustration. Et en fait, j'ai trouvé que même au niveau des profs, des fois, on était un peu livrés à nous-mêmes, même dans pas mal d'études que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection des choses que je trouve hyper intéressantes et très basiques, qui, si vous êtes débutant ou même artiste confirmé, peuvent vous plaire. Donc j'ai commencé avec ça parce que vous allez pas forcément le trouver, mais c'est juste en fait pour parler du fait que, en fait, des méthodes pour dessiner, pour peindre, et pour réaliser des aquarelles ou des illustrations, il y en a plein. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que les autres. Et en fait, c'est aussi à vous de trouver celles qui vous conviennent. Là, par exemple, le livre que je viens de vous présenter, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. Je l'ai feuilleté, j'ai trouvé qu'il avait l'air intéressant, qu'il disait pas n'importe quoi. Et en fait, franchement, il est pas mal. Je suis sûre que si vous cherchez sur des livres en ligne ou même de l'occasion, vous pourriez le retrouver, ou en tout cas des manuels assez similaires. Alors, c'est une approche très traditionnelle et très classique de l'aquarelle, mais en fait finalement c'est pas non plus quelque chose qui a totalement été réinventé ces dernières années. Moi je vous conseille toujours d'avoir 2 livres
ou 3 livres sur un sujet, c'est-à-dire un livre très classique, très un peu classique, un peu les règles de l'art, et des livres un peu plus modernes. Par exemple, c'est un peu les mêmes livres, mais avec 40 ans, 50 ans, 60 ans de différence, mais vous allez avoir des conseils très similaires. Par exemple, sur ce livre-là, vous allez avoir des choses sur la palette... sur les palettes, en fait, les compositions des palettes ou les couleurs. Vous avez pas mal de choses aussi sur les teintes, les couleurs que vous allez devoir employer par rapport à ça, et même des informations sur les mélanges. Bah, vous allez retrouver des choses assez similaires, en fait, finalement, dans des livres comme ça. Par exemple, vous voyez, là, vous avez les couleurs. En fait, vous allez retrouver des choses assez similaires. Par exemple, Gomme Goutte, Jaune de Hansa, bon bah là c'est Jaune Canyon Citron, il y a des choses qui ont changé en 20-30 ans, mais finalement en fait ça reste assez similaire. Et c'est là qu'on peut vraiment voir que se former dans un domaine, bah il faut surtout essayer de trouver aussi des formations comme ça. Donc ce livre-là, je vous le conseille peut-être même encore plus que ce genre d'anciens livres, mais celui-ci par exemple, il est aux éditions Erol, il est fait en tout petit format, vous pouvez le prendre partout avec vous, ça va pas prendre de place dans l'atelier, franchement c'est un must-have. Il est super bien, ça coûte pas très cher, je crois que c'est genre 15 €, un truc comme ça, et en plus c'est fait par les Urban Sketchers, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une sorte de communauté hyper active qui sont sur vraiment la pratique du dessin d'après observation et qui font toute une collection sur ça. Donc il n'y a pas que celui-ci, mais en tout cas celui-ci sur la couleur, il est génial. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a plein d'artistes qui présentent leurs œuvres dedans, donc il n'y a pas qu'un seul style, donc ça c'est pratique parce que vous voyez, vous pouvez vous reconnaître un petit peu plus dans ces résultats là. Super bouquin, vraiment je vous le conseille à 100%, en plus en français. Je pense qu'il existe aussi en anglais, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes surtout sur du contenu en français. C'est un super livre et honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment une bonne base pour comprendre la couleur. Autre chose sur la couleur que j'ai trouvé cette année, mais là je pense pas que ça puisse vraiment correspondre à tout le monde, ça je conseillerais vraiment aux artistes confirmés. Ça s'appelle la palette parfaite, et en fait ce qui est intéressant dedans, c'est que c'est plein de sélections de couleurs avec leurs équivalents en digital, en RVB et en CMJN. Mais il y a également tout un avant-plan sur la couleur qui va vous expliquer pas mal de choses sur les couleurs froides, les couleurs chaudes, les mélanges de couleurs, et ça c'est vraiment pas mal si vous avez jamais eu de cours en fait sur ça. Ça va vous permettre déjà de mieux comprendre un peu la saturation, les teintes, les motifs. Enfin, il y a énormément de choses à comprendre avant de commencer à pratiquer, et je pense que ça c'est pas mal. Mais en tout cas, si vous ne deviez en prendre qu'un, vraiment prenez celui-ci, il est hyper complet, et sur l'aquarelle, il est extrêmement précis et super intéressant, beaucoup de bons conseils. Et puis en plus, le petit truc que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est qu'à la fin il vous donne une liste de défis, et je trouve que ça peut être vraiment intéressant de faire tous ces défis les uns après les autres et de juste tout simplement voir un peu votre progression au fur et à mesure. Ensuite, en termes d'aquarelle, c'est super l'aquarelle, mais si vous ne dessinez pas, vous allez être très vite frustré parce que vous allez dessiner des petites feuilles, vous allez faire 3-4 cactus, vous allez faire des petites feuilles, des petits feuillages, des petits trucs comme ça, mais en fait assez rapidement vous allez vous retrouver hyper frustré parce que vous aurez peut-être des super couleurs Daniel Smith, mais si vous savez pas dessiner ou si vous avez vraiment aucune connaissance en termes de dessin, vous allez vite en fait vous retrouver frustré. Moi je pense que l'aquarelle c'est vraiment bien, mais c'est vraiment un média où on sent que si vous connaissez pas un petit peu vos proportions et vos perspectives, vous allez vraiment vite être un peu perdu. Si vous faites un style très illustratif, c'est aussi pour vous parce que l'illustratif ça explique pas tout, ça excuse pas tout non plus. Moi je sais que par exemple pendant longtemps je me disais ah oui mais je fais un truc c'est plus stylisé, et en fait le style on a tendance à se cacher derrière ça, mais le style c'est pas, ça fait pas ça va pas régler vos problèmes de proportion ou d'anatomie. Moi je sais que j'en ai encore et j'essaye de les régler, et c'est un travail de longue haleine. Je pense que toute sa vie en tant qu'artiste on doit travailler sur ça, et moi c'est vrai que là les livres qui m'ont vraiment aidé ces derniers temps c'est Forme synthétique, le morpho-forme synthétique sur l'anatomie artistique est super intéressant. Moi pendant longtemps en fait je reprenais des illustrations, enfin je faisais des photos d'après modèles vivants. Attendez, j'en ai un là. J'avais ce livre-là qui est super bien, qui est un livre sur les nus féminins. Je vais pas vous montrer l'intérieur, mais c'est très très soft, hein. Voilà, ça ressemble un peu à ça au niveau des postures. Et c'est un super bouquin pour avoir des références. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, des fois, ça m'arrivait par exemple de prendre ce livre et puis de croquer des silhouettes. Mais aujourd'hui, il y a aussi pas mal de références qui sont gratuites, notamment en ligne. Il y a Croquis Café, donc ça, je le mets en description. Mais il y a plein d'autres endroits où vous pouvez dessiner de l'anatomie et vous former
former sur ça, donc ça peut être une approche. Ce que j'ai aimé avec le forme synthétique de Morpho là, c'est que c'est pas juste un énième livre d'anatomie, c'est un livre où on va vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on synthétise et comment on schématise un corps humain, comment on va en fait, qui va vraiment vous accompagner dans la compréhension des formes et des formes humaines. Et moi ça, j'ai trouvé ça super parce que ça peut vraiment être mis en pratique sur le corps humain, mais également sur des éléments anatomiques, et franchement c'est vraiment super. J'ai aussi pris celui-ci, Graisse et plis de peau, donc avec plusieurs types de morphologie. On retrouve des morphologies féminines, on retrouve des morphologies masculines, on retrouve même des enfants, on retrouve des visages âgés, livre très intéressant avec énormément de représentations différentes, et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. On a tous, quand on est illustrateur, commencé par dessiner des jeunes femmes blanches, minces et totalement enfin très esthétisées, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup. Et aujourd'hui je trouve qu'en illustration on voit beaucoup de choses, on voit des formes différentes, on voit des corps différents, on voit des âges différents, on voit des couleurs de peau différentes, on voit des personnes valides, des personnes non valides, on voit des personnes transgenres. Moi j'ai dû dessiner des fois des personnes qui n'étaient pas représentées dans les médias en illustration, et franchement ça a été une super aventure parce que j'ai appris énormément grâce à ça, et j'ai trouvé ça super de pouvoir aussi donner une représentation à des personnes qui n'en ont pas habituellement. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de réussir à voir que en fait grâce à des livres comme ça on peut aussi en tant qu'illustrateur progresser et avoir d'autres approches. Donc ça c'est vraiment les livres qui sont faciles à prendre en main, que je conseillerais à des débutants comme des artistes confirmés, parce que vraiment ils sont super intéressants. Et puis sinon après il y a beaucoup d'autres bouquins que vous pouvez avoir qui peuvent vous apporter. Donc moi je vous conseille, si vous êtes illustrateur, d'être bon en anglais. Et aussi pour tous les jeunes illustrateurs, de bien travailler à l'anglais. L'anglais, parce que moi je ne sais pas du tout le parler, d'ailleurs sur certains accents des fois vous devez le sentir, mais je le comprends très bien. Donc aujourd'hui par exemple je regarde pas mal de vidéos totalement en anglais, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'ouvrir des chaînes YouTube. Mais je lis énormément de contenu aussi totalement en anglais, donc par exemple comme ces livres-là que je vous mets, qui sont des contenus 100% en anglais, mais qui sont assez faciles à prendre en main, parce que vous voyez, il y a énormément d'illustrations. On va vous parler de matériel, vous voyez, mais on va aussi vous montrer exactement comment travailler. Ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a peut-être 3-4 ans, qui, je l'ai acheté directement à l'artiste, je crois, sur son site internet, et franchement, super bouquin pour commencer à travailler à l'encre. Je le conseille à chaque fois quand c'est Inktober, parce que je trouve que c'est vraiment une bible. Moi à chaque début d'Inktober je le ressors, je le relis en entier, je le retravaille, parce que c'est vraiment la base du travail à l'encre. Mais même en termes de dessin, il y a plein de conseils que vous pouvez appliquer sur le dessin. D'ailleurs on retrouve pas mal de conseils qui sont redondants. Ensuite je m'étais abonnée à ces magazines qui s'appellent donc Graphite. Vous pouvez voir ici, et franchement une bible, c'était super intéressant, ça m'a fait découvrir plein d'artistes. C'est dommage parce que ça s'est arrêté, mais franchement c'était vraiment un vrai plaisir. Il y a plein de choses que j'ai appris à l'intérieur, notamment dans mon processus en plastique, qui viennent de ce livre. Franchement si jamais il recommence et qu'il rouvre ça, moi franchement c'est clair, je me réabonne. Ça a été vraiment un bel apprentissage, puis surtout je trouve que ça m'a vraiment permis en fait de comprendre que il fallait expérimenter, essayer. C'est quand on voit des artistes comme ça qui donnent des conseils et on se rend compte qu'en fait c'est vraiment le travail qui fait la différence. Par exemple quand je vois des artistes qui font moi je fais 60, 70, 80 miniatures avant de choisir la miniature qui me convient pour mon illustration, je me rends compte que ce qui me plaît chez cet artiste c'est pas son talent mais c'est son travail, et c'est sûrement pas la qualité du crayon qu'il va employer, même si effectivement il y a des crayons qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et enfin je terminerai vraiment pour les gens qui sont illustrateurs ou qui veulent être illustrateurs et qui sont très motivés par beaucoup de lectures en anglais sans trop d'images, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est un peu une bible aussi. Ça s'appelle Creative Illustration par Andrew Lonis. Donc ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui était illustrateur mais qui était vraiment extrêmement méticuleux. Vous pouvez voir que même si, même s'il y a effectivement un style illustratif, et malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de complexité. Je le conseille pas du tout aux débutants, même en moyen, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment y rechercher quelque chose. Par exemple, là sur le Inktober cette année, j'avais commencé à faire mes illustrations que en noir et blanc. En fait, je me suis un peu basée sur toute la partie, sur les tonalités et les valeurs,
pour travailler un petit peu d'une meilleure qualité donc mes valeurs, hein. Et j'ai appris énormément de choses, c'était très intéressant. Vous pouvez voir que en fait derrière chaque notion il y a vraiment une explication dans les détails. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment le livre le plus poussé que je peux avoir sur l'illustration. Il est presque un peu trop complexe, je trouve. Parfois, ça serait vraiment la critique que je pourrais en faire, c'est qu'il n'est pas facile à appréhender. Et en plus, si vous parlez pas, si vous ne comprenez pas des vidéos YouTube de façon assez simple en anglais, c'est pas la peine, ça va être trop compliqué. Même moi, des fois, je suis obligée de sortir le dictionnaire pour traduire certaines parties ou demander à quelqu'un parce qu'il y a vraiment des parties qui sont complexes. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les livres que je pouvais vous conseiller. Et j'aimerais juste terminer en fait cette vidéo que j'espère n'est pas trop moralisatrice parce que je suis la première à avoir fait les erreurs dont je vous parle. C'est juste que il n'y a pas de crayon magique, il n'y a pas de pinceau magique, et que si ce pinceau existait, croyez-moi, je l'aurais acheté bien avant vous, et je vous en parlerai. C'est juste que le travail, c'est vraiment la seule chose qui va vraiment faire cette différence. Si je devais vous conseiller quelque chose, au lieu de mettre de l'argent dans du matériel que vous avez déjà, ou qui va pas forcément vous permettre de vous améliorer, ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler plus régulièrement, ou tout simplement de prendre des livres qui vont vous apprendre des bases que vous connaissez peut-être pas très bien, ou simplement en fait qui vont vous donner des exercices qui vont vous permettre de progresser. Et sinon vous avez toujours la possibilité de dessiner d'après référence, de vous inscrire aussi sur des sites de dessin comme Urban Sketcher par exemple, dont je parlais, qui est une communauté en ligne qui parle énormément et qui va vraiment vous partager des conseils. Et si vous avez quelques questions que ce soit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les taper donc en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est facile des fois de pas savoir exactement par quoi commencer quand on a un problème, mais des fois il y a des petites choses toutes simples qu'on connaît pas et qui peuvent vraiment faire progresser. Moi, dans les choses qui m'ont vraiment fait progresser en aquarelle ces dernières années, je vais vous donner un petit peu les petits tips que je peux avoir, mais c'est ne pas essayer par exemple de tout faire avec un même papier. S'il y a plusieurs papiers différents, c'est pas pour rien. Ça peut être aussi tout simplement de bien connaître les mélanges qu'on peut avoir en faisant des chartes graphiques. Donc ça, je vous ai déjà montré un peu donc les chartes comme ça donc vous avez déjà vu passer, mais ça peut être également tout simplement de tester ses couleurs avant de les utiliser, d'avoir des petits rouleaux de washi tape pour bien tendre ses aquarelles, ou d'utiliser du craft du craft en collé pour bien les tendre et bien être assez comment on appelle ça, assez rigoureux quand vous travaillez en aquarelle, d'utiliser de l'eau par exemple distillée pour travailler la peinture, mais ça peut être également tout simplement d'accepter que des fois on a beau essayer sur certains aspects, c'est pas possible d'avoir tel ou tel rendu, et que parfois il faut par exemple passer à la gouache, ou travailler à l'acrylique, ou bien travailler avec des encres indélébiles, ou bien avec d'autres aspects pour le résultat qu'on souhaite. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout en illustration, pour faire des magnifiques illustrations, on n'a pas forcément besoin de matériel à 200 €, mais un livre qui va vous expliquer comment faire vos valeurs, ça a plus de valeur sur le résultat de votre image finale que sur quoi que ce soit d'autre en fait. Le matériel en soi, c'est intéressant quand vous avez vraiment une idée particulière de rendu en spécificité. Je terminerai juste sur cette page qui vous présente un peu le travail d'autres artistes, donc de graphites qui sont faits avec un crayon gris, et je pense que ça veut tout dire. Je pense que si moi je savais utiliser un crayon gris comme ça, je suis pas sûre que je sortirais encore une palette d'aquarelle pour l'utiliser de temps en temps. Voilà, sur ce je vous laisse, et je vous laisse sur cette réflexion. J'espère que ça aura ouvert une brèche et que ça sera pas une énième vidéo sur le matériel sur YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie c'est vraiment une voix que j'avais envie de porter avec vous. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas aussi à découvrir mon site web et mon Instagram avec toutes mes illustrations, parce que là je ne montre rien de tout ça dans la vidéo, mais voilà, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. J'ai fermé ma page Facebook il y a pas très longtemps, parce qu'en fait en ce moment
moment, je suis vraiment dans une réflexion de déconnexion sur certaines plateformes. Je veux pas perdre tout mon temps à poster des choses en double, en triple sur internet, et comme j'utilisais quasiment jamais la page Facebook, je trouvais que ça donnait une mauvaise image de mon travail, parce que en fait finalement c'était une page que j'alimentais tous les 3 mois, donc c'était pas la peine, donc j'ai fermé cette page Facebook, et donc si vous voulez retrouver mon travail, c'est sur Instagram ou sur mon site internet ou sur cette plateforme de YouTube. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut!